Veuillez votre attention, s'il vous plaît. La parole est à monsieur. Seigneur le Président, honorable Assemblée, permettez-moi, au début de ce message, des nobles devoirs, celui de votre et de chaleureuses salutations des combattants de l'Alliance nationale des sociaux-démocrates à Sot. Monseigneur, honorable Assemblée, à Sot, Alliance nationale des sociaux-démocrates, notre parti, est un parti de combat de libération. Il est le prolongement du premier mouvement de libération nationale créé par Ndona Nsimba Patrice en 1704, le mouvement des Antoniens, organisé principalement pour combattre et irradier la traite des esclaves dans notre pays. Traite fondée sur le pacte esclavagiste mis en place en 1494 par la Bill Interchetté. Dans un passé récent, ce combat a été assigné après la conférence de Berlin en 1885, notamment le bassin conventionnel du Congo, par Simon Kimba en 1921, par le mouvement de Kitawala en 1925 et Joseph Kasavubu en 1946. La traite des esclaves a arraché du sort de nos ancêtres 20 millions de personnes pendant près de 4 siècles, dont 12 millions vendus aux aventuriers avides des richesses des Amériques et 8 millions livrés à la bourgeoisie espagnole et portugaise. Si les premiers forment aujourd'hui la minorité raciale des États-Unis, du Brésil et ailleurs sur le continent américain, le monde est sans nouvelles de nos parents, pris de force et arrachés de leur famille pour aller servir de bêtes de somme ou d'objets de plaisir et d'exotisme dans les familles espagnoles et portugaises. Ils ont tous été décimés. C'est le plus horrible crime contre l'humanité de le temps. Qui répondra aujourd'hui de cette terrible horreur? Nous interpellons tous les pays de l'hémisphère nord. Nous rendons hommage à Jean-Paul II pour sa demande de pardon du 20 février 1992, soit 5 siècles après le lieu du crime au Sénégal. À tout péché, miséricorde. Cependant, le crime reste un crime. C'est ce qui justifie la marche de notre parti, qui prend l'engagement devant notre peuple de l'organiser au mieux qu'il puisse l'être, avec la bénédiction de Dieu, afin que disparaisse à jamais le pacte esclavagiste, son maître, ses acolytes et toutes leurs œuvres, pour que s'installe dans notre pays pour toujours un monde nouveau, produit de notre libération, un monde de liberté, de paix et de bien-être. Après l'acte général de Berlin de 1885, qui sert de base de l'asservissement de notre peuple, l'acte sur la souveraineté de la CNS nous libère de l'esclavage. Gloire à notre peuple qui, par sa détermination inébranlable, a rendu cette victoire possible. Gloire à vous, combattants de liberté, pour votre persévérance et endurance. Monseigneur, dans votre discours inaugural
du bureau définitif de la CNS, vous vous êtes fait l'interprète des interpellations successivement de Dieu, de la nation et du monde à l'endroit de notre peuple, au regard du délabrement actuel de notre pays, de la médiocratie dans laquelle se trouvent plongées toutes nos populations et de la mégestion de toutes nos ressources disponibles. Oui, le Zaïre est gouverné depuis 5 siècles, et particulièrement ces 27 dernières années, selon les règles du pacte esclavagiste, caractérisé par la logique de la répression et du sang. Cette répression s'étend tout au long des étapes de notre histoire sur les domaines aussi bien géostratégiques, politiques, économiques, sociales et culturelles, et fonde son action sur la supercherie, la menace et le crime. Monseigneur, au plan géostratégique, pour étouffer dans l'œuf le processus de libération engagé dans le pays en 1946 sous la lucide lutte du président Kasavubu, le 4 janvier déjà et le 4 juillet 1960 de manière préméditée, les maîtres du jeu du pacte esclavagiste ont plongé le pays dans la logique de destruction des infrastructures de base de leur bassin conventionnel du Congo en provoquant des mutineries suivies de pillages et massacres. Renforcées après le 24 novembre 1965, les forces spéciales de répression, de police, de renseignement surveillent, interprètent et suppriment tous les faits et gestes de fils et filles de ce pays, pendant que circule en toute liberté et impunité une horde de spoliateurs, de trafiquants, de délateurs, mettant en sac le pays tout entier. C'est donc la force brutale qui a toujours assuré les acquis des périodes historiques de notre pays. Pax Romana, 15e, 19e siècle. Pax Belgica, 1885-1960. Et Pax MPR, 1967-1972. Ce sont là le résultat de la monopolisation des moyens de coercition par quelques individus qui ont imposé la légitimité des pouvoirs qui se succèdent dans notre pays. Le groupe de Mbinza et la loge Primacuria sont des exemples contemporains. Ils sont là. Ils sont aussi pour le changement. Imaginez-vous tout cela. Notre pays a payé un très lourd tribut en argent, en vies humaines, imposé par la répression géostratégique. Quel est le bilan des crimes sanglants de ces 30 dernières années? La sécession du Katanga, l'autonomie du Sud-Kasaï, la rébellion de l'Est du Kwilu, la guerre de 80 jours, la guerre de 6 jours, la guerre de Moba. La mutinerie et les pillages de 23-24 septembre 91 ont globalement coûté, en coût financier, notez les chiffres, 937 millions de dollars américains. En pertes humaines, 67 morts. En régression sociale en nombre d'années, 15 ans de recul. Ce sont là des crimes odieux et crapuleux. Ce ne sont pas des estimations, monsieur le professeur. Le capitaine pour organiser les pillages de 23
24 septembre 1991, a déjà été arrêté, exécuté et jeté au rapide face au camp Tchatchi. Tous les commanditaires et responsables de ces crimes doivent répondre au cours de ces assises de leurs actes devant la nation. Monseigneur, au plan politique, les centralisations excessives des pouvoirs politiques et administratifs dans des cimes abstraits laissent l'appareil d'État vide et obsolète. En effet, l'audit de l'appareil d'État réalisé par les experts des Nations Unies en 87-90 donne le résultat accablant suivant. Quelques points. 23% des matricules distribués pour l'ensemble des effectifs de la fonction publique, y compris l'armée, sont en fait de double, triple et N attributions. Deuxièmement, 2% seulement d'agents disposent d'actes de recrutement au dossier, les autres n'ont rien. 3. Aucun ministère n'évolue sur base d'emploi prévisionnel. 5. Sur 8 données qui entrent dans cet appareil, une seule restitue un résultat. 7 y sont bloqués. L'État est mort, hormis sa machine de répression. Les lois répressives et restrictives des libertés fondamentales, dont le recours non discontinu engendre un fleuve de larmes et de sang, des martyrs de notre liberté, depuis le supplice du premier martyr de notre pays, Ndona Nsimba Béatrice, le 2 juillet 1706, jusqu'au massacre des chrétiens, le 16 février 1992, en passant par les martyrs de grands patriotes, Simon Kimbangu, Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Kimba, Mahamba, Bamba, Anani, ils sont nombreux. Tous les conjurés politiques jusqu'au massacre de Lubumbashi, la nuit du 11 mai 1990. Quelle horreur! C'est ça, le moboutisme. Monseigneur, au plan économique, c'est autour de l'implantation de grandes unités économiques à valeur ajoutée nulle ou négative pour notre économie que la supercherie s'est organisée. La sidérurgie de Maluku, le centre de commerce international, la cité de la voie d'Isaïr, Tenke Fungurume, etc. en sont des exemples éclatants. Les cas les plus scandaleux qui ont impitoyablement appauvri notre pays seront soumis ici à la sanction de la Conférence nationale souveraine. Combien de millions de morts n'aurait-on pas sauvés si l'État était entré en possession des moyens de sa politique préventive? Nous sommes en présence d'un crime odieux, délibéré de non-assistance au peuple en danger de maladies de masse. Aujourd'hui, comme par le passé, les exportations de notre pays ont généré, sous d'autres cieux, des économies modernes, des économies post-industrielles pour eux, des infrastructures éducationnelles et sanitaires de très haut niveau, des voies de communication, des villes modernes, des technologies de pointe. Pendant que les conditions de vie de nos ruraux et même du plus grand nombre de nos citadins ont régressé de plus de la moitié de ce qu'elles étaient il y a un quart de siècle. Les actes de répression de l'économie nationale, principalement le vol des réserves en or et en diamant à la Banque d'Isaïr après le coup d'État, le pillage du patrimoine immobilier de l'État depuis 1966, l'indemnisation illicite de l'union minière en 1969, les réformes monétaires inutiles 67, 83, la zaïrianisation
en 1973, la radicalisation, 1974, la rétrocession, 1976, la démonétisation, 1977, le bradage quotidien de la monnaie depuis le 24 novembre 1965 ont appauvri le revenu national d'un coût financier qui se chiffre à des centaines de milliards de dollars américains. Et comme conséquence, une régression de plusieurs générations. L'opération Bindo et consorts a coûté à notre pays 137 millions de dollars. Mobutu doit répondre et doit justifier de tous ces crimes. Le paradoxe richesse-pauvreté, entretenu avec efficacité déjà par des compagnies coloniales à charte jusqu'en 1965, est aujourd'hui amplifié par des entreprises publiques qui agissent au nom d'une politique et des options du gouvernement. C'est vraiment lamentable. Ils sont tous là, ces messieurs les premiers ministres. Ils auront certainement quelque chose à nous dire. Le crédit du système bancaire au secteur privé reste dérisoire. Bloqué par le système bancaire qui refuse du crédit aux indigènes, l'économie zaïroise ne peut sécréter les revenus, base de l'impôt, des recettes de l'État. L'économie n'est pas financée. Elle importe des biens pour survivre. L'économie ne sécrète donc pas de biens à cause des banques. On importe pour survivre et on dévalue parce que ça coûte cher. Et ainsi de suite. C'est le cercle vicieux. La monnaie réprime violemment notre économie. Voici pourquoi 15 produits alimentaires de base pour notre pays sont paradoxalement importants pour satisfaire la demande de notre peuple. Et le déficit de chacun d'eux se résume comme suit. Nous avons calculé ce déficit pour les 27 ans de M. Mobutu. Le maïs, 27%. Le mil, 54%. Le riz, 75%. Le soglo, 79%. Le manioc, 44%. La banane, 65%. L'igname, 43%. L'haricot,